Folks, let's start tonight with a video, first obtained by MSNBC. Former special counsel Jack Smith is now making his first public comments about his investigations into Donald Trump, speaking exclusively with MSNBC's Andrew Weissman in London. During that extensive conversation, Smith blasted the recent charges brought against Trump's perceived political enemies. Certaines décisions judiciaires ne se distinguent pas par leur visibilité immédiate, mais par la manière dont elles modifient les paramètres institutionnels déjà consolidés. Le matin du 7 décembre, la Cour suprême des États-Unis a rendu publique une décision qui jusqu'alors était restée totalement confidentielle, révélant l'existence d'une procédure judiciaire parallèle aux affaires déjà connues impliquant le président Donald Trump. La décision, signée par la majorité des ministres et rédigée par le président de la Cour, John Roberts, ordonne la remise immédiate d'un ensemble de documents classifiés de registres financiers et de communication interne, tous liés à des procédures d'intérêt national. Cette décision a brisé la barrière institutionnelle de confidentialité qui soutenait le traitement de l'affaire depuis son origine devant un grand jury fédéral, opérant sous le régime de la confidentialité absolue. L'ampleur du contenu révélé et la manière dont l'affaire est arrivée devant la plus haute instance sans aucune trace publique ni fuite préalable ont modifié la perception de prévisibilité qui entourait l'environnement juridique de Trump. L'impact de cet épisode ne s'est pas limité à ce qui s'est passé dans la salle à ce moment-là. Il a déstabilisé les normes opérationnelles de la défense et mis en évidence l'existence de mécanismes judiciaires susceptibles de produire des inflexions systémiques en dehors de la chronologie visible. Au cours de l'année dernière, la défense de Trump a concentré ses efforts sur 4 fronts publics. L'affaire des documents confidentiels en Floride, le procès pénal lié aux événements du 6 janvier, l'accusation d'ingérence électorale en Géorgie et le procès civil pour fraude financière à New York. Chacune de ces affaires a suivi des protocoles connus, avec des calendriers publics, des audiences annoncées et des déclarations régulières des parties concernées. La procédure désormais exposée rompt avec ce schéma. Elle a été engagée dans le plus grand secret, en vertu d'une prérogative juridique rarement utilisée, et son déroulement complet s'est fait en dehors des canaux habituels de publicité institutionnelle. Selon les documents rendus publics, l'affaire concerne des demandes formulées par des procureurs fédéraux sur la base d'indices selon lesquels des documents hautement sensibles seraient sous le contrôle direct ou indirect du président. La procédure confidentielle a été justifiée par des critères de sécurité nationale et ratifiée successivement par les tribunaux inférieurs jusqu'à son arrivée devant la Cour suprême, où elle a été maintenue à l'unanimité. La réaction de l'entourage juridique de Trump s'est produite dans des conditions atypiques. Des sources proches de l'équipe ont indiqué que les avocats chargés de la ligne de front des affaires publiques ont été surpris par la divulgation et que l'existence de la procédure ne figurait pas dans la planification juridique en cours. Dans les premières heures qui ont suivi la publication de la décision, une réunion d'urgence a été organisée à Mar-a-Lago, avec la participation restreinte de conseillers juridiques et de membres du cercle politique le plus proche. L'absence d'une stratégie préalablement élaborée pour traiter ce contenu a rendu la réaction dispersée et, dans certains cas, contradictoire. Alors que certains avocats cherchaient à comprendre la portée des documents exigés, d'autres se concentraient sur l'évaluation de la possibilité d'un recours supplémentaire, possibilité écartée dans les dernières lignes de la décision de la Cour, qui impose un délai fixe et interdit expressément tout nouveau recours. L'effet immédiat a été l'effondrement d'un discours qui reposait sur l'idée que toutes les menaces juridiques avaient déjà été identifiées et dûment traitées. Le contenu de la demande s'articule autour de 3 axes principaux. Les registres financiers couvrant la période comprise entre 2015 et 2021, les communications avec des personnes étrangères dont l'identité reste confidentielle pour des raisons de sécurité, et les documents liés à d'éventuelles négociations visant à obtenir des ressources ou des avantages auprès d'entités externes pendant les cycles électoraux. Selon des sources qui ont analysé la décision, cet ensemble ne doit pas être confondu avec les éléments déjà connus des autres procédures, ce qui suggère l'existence d'une nouvelle ligne d'enquête. En outre, le langage adopté par la Cour suprême indique que les justifications habituelles présentées par la défense, telles que l'immunité présidentielle et le secret exécutif, ont été rejetées, car elles ne s'appliquent pas aux comportements faisant l'objet de l'enquête, classés dans le texte comme des actions de nature strictement privée, sans couverture fonctionnelle. Cette formulation juridique prive Trump d'un des outils les plus fréquemment utilisés par sa défense,
l'allégation selon laquelle certaines décisions et certains documents seraient protégés par son statut de président. L'absence de fuite tout au long de la procédure a également attiré l'attention des analystes et des observateurs institutionnels. La Cour suprême fonctionne généralement avec un haut degré de prévisibilité procédurale et même les décisions ont tendance à être précédées de discussions publiques, de spéculations juridiques ou de manifestations en coulisses. Le fait qu'un procès de cette ampleur ait été mené, sans aucune intervention politique ou médiatique, indique un niveau de protection inhabituel, coordonné entre différentes sphères du pouvoir judiciaire et validé par les organes de sécurité. Cette protection a permis que le moment de la divulgation se produise sans préavis, empêchant ainsi la construction anticipée d'un discours de défense. Le caractère soudain de la révélation a non seulement rendu difficile la réaction juridique immédiate, mais aussi la formulation de discours publics alignés entre les alliés politiques du président, dont certains n'ont pris connaissance du contenu qu'après sa divulgation. En observant attentivement ces développements, on constate qu'il existe des mouvements institutionnels qui opèrent dans les coulisses du système et que les signes visibles ne reflètent pas toujours la totalité de ce qui se passe. Pour ceux qui suivent la chaîne, ce type de lecture approfondie aide à comprendre la véritable architecture du fonctionnement politique et judiciaire des États-Unis. À partir de là, l'analyse passe de l'impact immédiat de la décision aux rouages institutionnels qui ont soutenu son exécution. L'existence d'une procédure judiciaire qui a suivi son cours dans le système fédéral dans le plus grand secret pendant plus de 12 mois. Suggère non seulement une action coordonnée entre différentes cours, mais révèle également un certain degré de convergence, fonctionnelle entre les dispositifs juridiques disponibles pour les situations exceptionnelles et les organes chargés de leur application. Le point de départ, identifié dans les dossiers rendus publics, indique que la demande émane d'un grand jury fédéral opérant sous le couvert d'une confidentialité renforcée, un instrument réservé aux affaires présentant un risque potentiel pour la sécurité nationale ou l'intégrité des enquêtes. L'autorisation initiale de la procédure confidentielle a été donnée par un tribunal de district spécialisé, compétent pour les questions liées au renseignement et au contre-espionnage. Par la suite, tout au long de la procédure, la confidentialité et la validité des mesures demandées ont été maintenues par des décisions successives des cours d'appel. Ce parcours procédural révèle que, malgré l'absence de publicité, l'affaire n'a pas échappé à la logique ordinaire des recours. Il s'agit en fait de l'application continue de mesures prévues par la loi pour garantir la confidentialité dans des procédures considérées comme exceptionnelles. C'est dans ce contexte que l'action de la Cour suprême revêt une importance systémique. La décision de la Cour confirme non seulement la validité de la procédure confidentielle, mais établit également des paramètres pour son utilisation future, en affirmant notamment que des prérogatives telles que l'immunité présidentielle et le secret exécutif ne s'appliquent pas automatiquement lorsque les actes en question concernent des intérêts privés, des mouvements financiers internationaux ou des articulations parallèles à des processus électoraux. Cette interprétation, confirmée à une large majorité, reconfigure indirectement l'étendue des protections juridiques habituellement invoquées par les anciens dirigeants, en affirmant que la protection institutionnelle d'un président ne s'étend pas au comportement qui dépasse le cadre de ses fonctions officielles. La Cour suprême crée un précédent susceptible de réorienter les stratégies juridiques adoptées par les personnalités publiques impliquées dans des litiges très complexes. À partir de cette formulation, il existe désormais une ligne d'interprétation plus stricte entre ce qui est protégé par les prérogatives de la fonction et ce qui relève de la responsabilité personnelle. Cette convergence aide à comprendre la réaction contenue d'autres secteurs du système qui, jusqu'alors, avaient adopté des positions plus prudentes quant à l'élargissement de la portée des enquêtes impliquant Trump. Des sources liées au ministère de la Justice indiquent que le processus confidentiel était traité comme un front autonome avec une équipe dédiée, un circuit de communication propre et une articulation directe avec les services de renseignement. Toujours selon ces rapports, une partie du contenu enquêté croisait des éléments de nature criminelle avec des données classifiées, ce qui a imposé des restrictions supplémentaires, y compris à la circulation interne des documents. La coopération entre le bureau du procureur général, l'Agence de sécurité nationale et le secteur juridique de la communauté du renseignement aurait été essentielle pour garantir que l'affaire avance sans exposition indue. Ce type de configuration opérationnelle, bien que prévu par la législation, est utilisé avec une extrême prudence et généralement limité aux situations où l'exposition prématurée de données peut compromettre des opérations en cours ou des relations diplomatiques. La décision jette également
Un nouvel éclairage sur les actions des membres de l'équipe de Trump qui, pendant la période où le procès se déroulait en secret, ont mené des négociations politiques, structuré des défenses publiques et élaboré des discours basés sur un diagnostic qui, comme on le sait maintenant, était incomplet. La constatation qu'il existait un axe de responsabilité judiciaire totalement hors du radar renforce l'impression que le système juridique américain préserve encore des marges opérationnelles qui échappent à la logique de la confrontation publique. Cette constatation n'implique pas un détournement de fonction ou une violation des garanties légales, mais plutôt le recours à des dispositifs autorisés par la loi pour la protection d'intérêts supérieurs, ce qui, dans le cas présent, aurait été reconnu par toutes les instances concernées. En validant cette procédure et en rejetant les recours présentés par la défense, la Cour suprême confirme que l'exception a été traitée dans les limites institutionnelles, même si cela s'est fait en dehors de la visibilité habituelle. L'un des éléments qui contribuent à l'escalade des tensions institutionnelles est le fait que la décision fixe un délai extrêmement court pour l'exécution des décisions, seulement 72 heures, et associe ce délai à des avertissements explicites quant à la possibilité de sanctions en cas de non-respect. Ce type de mesure, rarement adopté dans les procès impliquant des personnalités publiques, a été interprété comme un signe que le pouvoir judiciaire est prêt à imposer des conséquences pratiques en cas de résistance. Le texte de la décision mentionne de manière objective que toute tentative d'obstruction, de report ou de remise partielle sera considérée comme une violation directe de l'ordonnance judiciaire et pourra entraîner des mesures conservatoires, y compris la détention préventive. Ce langage, inhabituel pour les décisions de nature technique, renforce la gravité attribuée à l'affaire par les magistrats et projette une attente claire d'obéissance immédiate. Ce point spécifique a eu un impact immédiat sur le climat politique à Washington. Les parlementaires qui, jusqu'alors, soutenaient publiquement le président, ont évité de commenter le contenu de la décision dans les 24 heures qui ont suivi sa publication. Au sein des commissions du Congrès, les commentaires enregistrés ont été marqués par une prudence institutionnelle, et certains dirigeants du Parti républicain ont commencé à discuter, à titre confidentiel, des effets possibles de la décision sur le calendrier électoral. La commission de surveillance de la Chambre des représentants, qui avait adopté un ton critique à l'égard de l'action du ministère de la Justice dans les affaires impliquant Trump, a temporairement suspendu les séances publiques sur le sujet, invoquant la nécessité de réévaluer l'ordre du jour. Ce changement de position, même s'il n'est pas déclaré, indique que le poids institutionnel de la décision de la Cour suprême a eu un impact direct sur la volonté de certains acteurs politiques de se conformer automatiquement aux stratégies du président. Le même effet a été observé dans le milieu juridique. Les cabinets qui défendent les politiciens à Washington ont signalé une augmentation significative du nombre de consultations sur des questions telles que les prérogatives de confidentialité, les limites de l'immunité et les procédures de traitement confidentiel. Lors d'une conférence tenue le jour même de la décision, des experts en droit constitutionnel ont discuté des limites de l'action de la Cour suprême dans les procédures confidentielles, soulignant que, bien que la jurisprudence autorise une telle conduite, cette affaire représente un tournant dans l'utilisation de ce recours. L'opinion majoritaire était que le précédent désormais consolidé pourrait conduire à de nouvelles demandes de confidentialité dans les affaires touchant à la sécurité institutionnelle, élargissant ainsi le champ d'action des organes de contrôle. Le sujet devrait continuer à faire l'objet de débats entre juristes, notamment parce qu'il touche à des principes tels que la transparence, le contradictoire et le contrôle public, qui régissent traditionnellement le fonctionnement du pouvoir judiciaire dans les régimes démocratiques. Pour ceux qui suivent attentivement l'évolution de ces affaires, il est essentiel de comprendre la logique de fonctionnement souterraine du système. Les épisodes les plus pertinents ne sont pas toujours les plus visibles, et les analyses qui relient le visible à l'institutionnel fournissent les outils nécessaires pour suivre les mouvements qui échappent à une lecture hâtive. Les juristes et les analystes ont des positions divergentes sur ce que symbolise, en substance, la décision de la Cour suprême dans cette affaire. Et la controverse ne porte pas seulement sur le contenu formel de la décision, mais aussi sur la méthode adoptée et la manière dont elle a été présentée au public. Pour une partie du domaine du droit constitutionnel, l'existence d'un secret absolu dans une procédure susceptible d'influencer les élections met en évidence une tension structurelle. D'une part, l'exigence de transparence propre aux démocraties représentatives. D'autre part, la prérogative de l'État de restreindre l'information lorsqu'il estime qu'il existe un risque institutionnel ou une sensibilité stratégique. Dans cette optique,
L'ordre constitutionnel prévoit des instruments extraordinaires en cas de menace systémique, mais leur application à des personnalités politiques de premier plan devrait s'accompagner de garanties plus strictes, précisément pour empêcher que des exceptions ponctuelles ne deviennent des précédents permanents susceptibles de perturber l'équilibre des pouvoirs. Un autre groupe défend toutefois une interprétation différente. Dans ce cas, le secret aurait non seulement une base juridique claire, mais il aurait également été indispensable pour garantir l'intégrité de la procédure. Pour ces experts, la confidentialité n'aurait pas servi à protéger les autorités, mais à empêcher les ingérences extérieures, les fuites ciblées et les pressions politiques ou médiatiques qui auraient pu compromettre l'enquête. Ainsi, le débat se déplace. Il porte moins sur le bien-fondé immédiat de la décision que sur les limites du format adopté et le type d'effet que cela peut produire sur les futurs mécanismes de responsabilisation dans les démocraties consolidées. Cette controverse interprétative traverse également le paysage électoral et façonne de nouvelles lectures de la campagne en cours. Donald Trump, malgré les nombreuses procédures judiciaires en cours, reste le candidat dominant dans les primaires du Parti républicain. Jusqu'à présent, son discours s'appuyait sur l'idée d'une persécution coordonnée, arguant que les procédures étaient politiquement motivées et que le système judiciaire était utilisé comme un outil pour empêcher son retour au pouvoir. La révélation de l'existence d'une procédure secrète devant la plus haute instance judiciaire, à l'abri des regards de la presse, du Congrès et même de son entourage politique immédiat, reconfigure le champ narratif. Certains voient dans cet épisode la validation de la thèse de la persécution, un système opérant hors du champ visible pour affaiblir sa candidature. Un autre secteur commence à formuler des questions dans le sens opposé. S'il y a eu des mesures aussi inhabituelles, quel type d'information a nécessité un tel niveau de confidentialité? Et pourquoi est-il resté caché pendant si longtemps? À ce stade, la discussion commence à changer d'axe, passant de la controverse sur la légitimité des accusations au débat sur l'opacité institutionnelle qui entoure l'affaire. Sur le plan juridique, la décision relance une discussion décisive sur la frontière entre prérogatives institutionnelles et responsabilité individuelle. L'argumentation avancée par la Cour suprême pour justifier la remise des documents repose sur l'idée que les comportements faisant l'objet de l'enquête dépassent le cadre strict de la fonction présidentielle et ne peuvent donc être couverts par les protections typiques de l'exécutif. Cette interprétation renforce une lecture restrictive des immunités de la fonction, y compris lorsqu'elle a été exercée dans le passé, et indique qu'il n'existe pas de protection automatique pour les actes à caractère privé, même s'ils ont eu lieu pendant le mandat. Pour les juristes qui partagent cette interprétation, l'effet institutionnel le plus important réside dans la tentative d'établir une distinction plus claire entre le devoir d'État et l'intérêt personnel, avec des répercussions qui peuvent toucher d'autres agents publics dans des contextes similaires. Les détracteurs font quant à eux valoir que cette distinction n'est pas toujours simple à mettre en œuvre, en particulier dans des contextes institutionnels très complexes où les décisions publiques et les intérêts individuels peuvent coexister ou se chevaucher. Ce courant soutient que le pouvoir judiciaire doit agir avec plus de prudence lorsqu'il impose des mesures définitives, alors que les limites conceptuelles sont encore contestables. Les registres mentionnés par les observateurs suggèrent que une partie du matériel exigé comporterait des éléments particulièrement sensibles, transactions financières avec des entités étrangères, communication avec des interlocuteurs non identifiés pour des raisons de sécurité et documents potentiellement liés à des interactions électorales impliquant des agents externes. Ces aspects élargissent la portée de l'affaire, introduisant des thèmes qui vont au-delà de l'éventuelle responsabilité pénale et touchent à l'intégrité du processus démocratique et à des dimensions liées à la sécurité nationale. Les analystes estiment que, si ces hypothèses se confirment, l'affaire pourrait ouvrir la voie à des poursuites qui ne se limiteraient pas à Donald Trump, mais s'étendraient aux structures de financement, aux conseillers juridiques et aux réseaux transnationaux d'influence politique. Dans le même temps, il convient de mettre en garde contre toute conclusion hâtive. À ce jour, il n'existe aucune preuve vérifiable publiquement qui confirme la matérialité de ces liens, et toute interprétation dépend du contenu effectif des documents demandés qui n'ont pas encore été rendus publics. Au niveau institutionnel, cette décision expose un dilemme classique des démocraties matures. Comment équilibrer la transparence et la protection des informations dans les affaires sensibles? Le traitement sous le sceau du secret, même s'il est juridiquement fondé, a empêché tout suivi public et restreint les mécanismes de contrôle externe, y compris de la part du pouvoir législatif.
Cela relance la question de savoir quels instruments de responsabilité restent disponibles lorsque les freins et contrepoids sont temporairement écartés sous prétexte d'un risque supérieur. Pour certains, le secret absolu existe précisément pour cela, les situations dans lesquelles la divulgation causerait plus de dommages que les avantages de la publicité. Pour d'autres, même dans des cas exceptionnels, il devrait exister des garanties minimales permettant un certain degré de contrôle institutionnel, indirect, même si c'est par des voies restreintes et avec un accès limité. Ce qui est en jeu, à ce niveau, ce n'est pas seulement le cas lui-même, mais la norme que le système accepte pour traiter ses propres exceptions. La dimension électorale commence également à être réinterprétée par les stratèges de campagne et les responsables des partis. La confirmation d'une procédure confidentielle renforce la perception d'imprévisibilité juridique, ce qui peut modifier le calcul politique des acteurs qui hésitent encore à rompre avec Donald Trump ou à se positionner ouvertement de manière critique. Dans le même temps, le fait que la décision ait été prise par la Cour suprême, souvent associée à un rôle de stabilisation institutionnelle, rend plus difficile le maintien de versions simplistes de complots partisans. Cela produit un effet ambigu, d'une part, cela renforce l'idée qu'il existe des forces institutionnelles agissant en dehors du champ de vision traditionnel, d'autre part, cela indique que cette action s'est déroulée dans le cadre légal et avec l'aval de la plus haute instance. Il en résulte une complexité discursive qui empêche les réponses de simplifier et amplifie le débat sur l'interprétation. Le débat juridique devrait se prolonger au cours des prochains mois, surtout s'il y a des développements concrets après la remise des documents. Des experts en droit pénal, en sécurité nationale et en financement électoral se mobilisent déjà pour analyser les liens éventuels entre les documents demandés et d'autres procédures déjà existantes. Si de nouvelles preuves apparaissent, elles pourraient renforcer les accusations ou élargir le champ de l'enquête. Si le contenu ne apporte pas d'éléments pertinents, cela pourrait renforcer Donald Trump auprès de sa base, qui a tendance à interpréter cet épisode comme une nouvelle initiative institutionnelle sans fondement probatoire. Dans tous les cas, le système sera sous pression, soit par l'urgence de traiter de nouvelles preuves à un moment politiquement sensible, soit par la nécessité de justifier publiquement pourquoi une opération de cette ampleur a été menée dans le plus grand secret. Il n'y a pas encore de consensus sur ce qui a motivé, en termes concrets, le traitement secret de la procédure, ni sur ses effets politiques et institutionnels à moyen terme. Ce que l'on observe, c'est que cette décision a marqué un tournant. Elle a déplacé une partie du conflit des arènes publiques vers une zone institutionnelle moins visible, où les critères de supervision, d'exposition et de contrôle fonctionnent selon une autre logique. Et, plus que le sort d'un leader politique, c'est la manière dont une démocratie gère ses limites lorsqu'elle est contrainte de fonctionner dans un contexte de forte tension qui est en jeu. Pour ceux qui suivent ce scénario avec une perspective systémique, il est essentiel de rester attentif aux couches internes du fonctionnement institutionnel. Tout ce qui définit l'avenir politique n'apparaît pas dans le champ visible. C'est la compréhension des mécanismes discrets de la responsabilité publique qui permet d'interpréter comment la démocratie fonctionne réellement lorsqu'elle est mise à l'épreuve. C'est ce type d'analyse que la chaîne continuera à fournir.